J'ai eu l'occasion aussi de participer à Fin du nucléaire, l'association qui s'est créée en décembre 2016, non, 2016, oui, et qui a participé à le suivi de la chaîne humaine, la création de la chaîne humaine. Alors, dans la chaîne humaine, on retrouve des Allemands, des Belges wallons, des Belges flamands et des Hollandais. Quand vous dites que vous avez participé, vous étiez dans les organisateurs? Oui. D'accord. Oui. Là, j'étais dans les organisateurs. Je suis le principal organisateur wallon. Et donc, il y avait un organisateur wallon moi-même, il y avait un organisateur flamand, il y avait deux organisateurs hollandais et deux organisateurs essentiellement allemands. Et nous avons organisé ensemble la chaîne. Mmh. D'accord. On a bien compris, vous étiez déjà très concerné et très actif dans des démarches qui sont favorables envers l'environnement. Le nucléaire, c'est un débat. Quand on regarde les réseaux sociaux, les gens, quand ils réagissent par des commentaires, il y a les pour, il y a les contre. Moi, je pense que c'est pas évident pour tous ceux qui ont pris conscience des enjeux de l'environnement, que le nucléaire, c'est d'abord une source de problème par rapport aux déchets, mais aussi par rapport aux dangers qu'il représente. Est-ce que la motivation dans cette action, c'était vraiment le danger et l'environnement, ou un seul des deux, ou les deux ensemble? Comment ça se positionnait par rapport aux priorités? C'est parce qu'on parlait des failles que ça se réveille à un moment donné de façon plus intensive, la volonté d'agir, ou... Les fissures ont effectivement été le processus de démarrage, parce que effectivement les Allemands, notamment les Luxembourgeois, ont été très choqués par les réponses que le directeur de l'agence de contrôle fédérale, l'agence de contrôle nucléaire, a faites, disant qu'il n'accorderait jamais une autorisation d'exploiter à des centrales fissurées comme celle-là, mais dans le même temps, il dit oui, on la prolonge, alors qu'elle a déjà 30 ans d'activité qui fragilisent le métal. Donc, qu'est-ce qu'il faut conclure de réponses aussi anachroniques que celle-là? Et donc, effectivement, ça a fort motivé les Allemands qui ont mis en route le sujet. Maintenant, les fissures ne sont pas le seul problème nucléaire. Il y a bien d'autres qu'on est, mais c'est là-dessus que la communication s'est faite, effectivement. Qu'est-ce qui vous préoccupait d'autre aussi alors dans le nucléaire? On va peut-être faire un résumé, des points qui sont importants pour ceux qui n'ont pas encore pris une bonne conscience de ces aspects. On parle de la pollution et de la gestion des déchets, ça c'est un fait. On parle des fissures pour la sécurité. Qu'est-ce qui est encore gênant, selon vous, dans le nucléaire? Parce qu'il y a des gens qui vous diront, oui, mais si on arrête le nucléaire demain, on n'a pas assez d'énergie pour tous et nos besoins, surtout. Sur la question des déchets, effectivement, c'est quelque chose où, depuis 30 ans, nous n'avons pas de réponse. Et c'est un problème qui doit être résolu avant qu'on commence une centrale nucléaire, parce qu'on se retrouve avec du plutonium, qui est un élément qui n'existe pas dans la nature, qui est extrêmement dangereux. On fait dire ce qu'on veut aux chiffres, et le secteur nucléaire dit oui, mais nous ne produisons par personne qu'un dé à coudre de plutonium. Oui, mais attendez, un dé à coudre de plutonium, vous pouvez vous suicider et suicider toute votre famille et tout votre quartier. C'est énorme, un dé à coudre de plutonium. Et si on multiplie ça par les 11 millions de personnes... Et par le temps, la longévité des centrales et des productions. Et par l'accumulation, et multiplié par ça, les 11 millions de personnes que nous sommes en Belgique, ça fait énormément. Donc c'est absolument inacceptable que ce ne soit pas résolu avant. J'ai eu un travailleur de MOL qui, très gentiment, m'a dit, mais je suis content de rencontrer un anti-nucléaire, et pourquoi faites-vous cette opposition systématique au nucléaire? Mais je dis, si je suis un homme politique, qu'on me confie un projet, je regarde le dossier, et je regarde s'il est bien fait, s'il est complet. Puis, lorsque je dis, les déchets, qu'est-ce que vous faites? On ne sait pas. Écoutez, je referme le dossier, je vous rends votre dossier, je dis que lorsque votre dossier sera complet, on reviendra et on en discutera. C'est tout, c'est aussi simple que ça. C'est un dossier qui est toujours ouvert, qui est toujours pas résolu, et qui est toujours inacceptable. Alors je vais jouer l'avocat du diable, mais si on imaginait que demain on avait le pouvoir de dire voilà, stop, on arrête tout de suite, on remplace par quoi? C'est quoi l'alternative? Alors, on a déjà passé 2 hivers avec près de la moitié du parc nucléaire qui était à l'arrêt pour différentes raisons. Vous avez vu quelque chose? Ça a tenu. Il y a eu un problème? Non. On a tout le temps eu au moins 1000 MW de réserve.
Mais certains vous diront qu'ils importaient l'énergie d'autres pays. Non, on n'a pas. On a vécu sur notre production et on a toujours, avec nos productions, eu 1000 mégawatts de réserve. D'accord. Avec près de la moitié du parc nucléaire à l'arrêt. Je ne dis pas qu'il faut brutalement tout arrêter, mais on peut déjà arrêter les plus dangereuses. Et c'est bien pour ça que l'arrêt de Tian 2 et de Doel 3 nous paraissait un minimum. Ça, c'était le focus. Oui. Ça, à la limite, ça ne se discute pas, ça. Non, on est bien d'accord. C'est évident. Ouais. Ah ouais, moi j'argumente pas pour le nucléaire, au contraire. Je joue l'avocat du diable, je l'ai bien dit, parce que j'essaie de comprendre tout ce qui est réflexion derrière. La chaîne humaine est une opération qui était bon enfant et dans laquelle on voulait viser un grand public et on a pris des choses évidentes, élémentaires. Et donc l'objectif c'était de sensibiliser les gens sur ce phénomène-là. Les médias pourtant en parlaient largement. Ça vous paraissait insuffisant ? Oui. J'ai, dans le cadre de la chaîne humaine, eu des contacts avec la presse. J'ai reçu la presse allemande, j'ai reçu la presse internationale, mais la presse francophone belge n'y croyait simplement pas. D'accord. Ils l'ont reconnu, ils m'ont dit hors micro après, simplement on n'y croyait pas, ça nous paraissait impossible. Et c'est vrai que quand la proposition a été débattue, ça me paraissait un peu énorme, mais entre les 1000 personnes qu'on peut rassembler près de Tihange quand on fait une manifestation pour commémorer Tchernobyl, et ce qu'on peut faire dans le cadre d'une chaîne, je pensais que de toute façon c'était gagné. C'était gagnant. Donc on l'a fait. On a ignoré que ce n'était pas possible de le faire, et on l'a fait. On pensait avoir 22, 23, 24 000 personnes, on en a eu 50 000, on en aurait eu plus de 60, on se serait demandé où les mettre, mais c'est très bien. Pas mal. Alors, comment ça s'est fait dans la pratique ? Ça a commencé par quoi ? Donc, les Allemands initient, c'est ça ? Ils vous contactent ou comment ça s'est fait ? Parce que moi, j'ai envie d'un peu savoir et comprendre ce qui se passe derrière comme organisation, parce que peut-être que demain, imaginons que vous ne soyez pas parmi nous et qu'il y a d'autres actions à faire, peut-être d'autres auront envie de prendre le relais, peut-être pourriez-vous partager votre expérience avec toute personne qui a envie de bouger dans ce sens ? Alors, les Allemands nous l'ont proposé, on a commencé à dire que ça paraissait un peu impossible, un peu infaisable. Il y avait un doute. Oui, et ils sont revenus en disant « Nous avons déjà fait 90 km avec 120 000 personnes. » Alors, ok, donc si on le fait ensemble, là, on doit faire quelque chose. Alors, oui, ok, et donc on s'occupe de la stratégie dans ces conditions. Mais par contre, ce que nous ne pouvons pas faire, c'est faire de publicité en Belgique. On a besoin d'un ancrage belge. Et ça, c'est à vous, les quelques Belges qui étaient là, à faire. Et donc, on s'y est mis à quelques-uns. Une demi-douzaine, on s'y est mis. Alors, c'était quoi ? C'est les réseaux sociaux d'abord ou c'est la presse ? On prend les canaux classiques, on prend les canaux alternatifs ? Comment on démarre une action telle que celle-là quand on veut communiquer ? C'est quoi l'idéal ? Alors, personnellement, j'ai utilisé les canaux que je connaissais, de Nature et Progrès, qui a bien participé, puisque j'ai participé à Nature et Progrès en son temps. Voilà, c'est bien de les mentionner, il faut les saluer au passage pour ça. Oui, et donc l'organisation a pris 1 kilomètre qu'elle a peuplé, et puis certaines personnes de Nature et Progrès ont été acceptées aussi d'organiser de faire l'accueil sur certains kilomètres. Et puis, évidemment, a participé aussi les Amis de la Terre, à plusieurs niveaux. Donc ce sont des organisations qui rassemblent déjà les personnes qui les suivent et qui organisent avec leur public. Par effet de levier. On a été voir nos amis néerlandophones qui ont aussi pris le premier kilomètre et qui ont aussi rameuté du monde de Flandre, etc. On a demandé Interenvironnement, et voilà. Okay. Et alors les gens, ils avaient un point de ralliement, c'est ça ? Ils devaient aller à un endroit où ils devaient simplement venir se rajouter dans la chaîne. Moi, j'ai raté cet épisode, donc je suis assez curieux de voir comment ça se fait dans la pratique. Alors oui, ça c'est un aspect pratique qui est spécifique à ce genre de manifestation. Ben oui. Parce qu'on ne fait pas tous rendez-vous à la gare de midi, et puis on fait 1,5 km tous ensemble, dans une joyeuse cohue. Voilà. Ici, il faut arriver à ce qu'il y ait des personnes sur les 90 km du trajet. Donc, il faut dire, telle personne, vous allez au kilomètre 23, telle personne, vous allez au kilomètre 17. Pour y arriver, on a divisé la carte de la Belgique en disant
Bruxelles, par exemple, sont des gens qu'on va envoyer au kilomètre, je le dis par tel kilomètre à tel kilomètre. 23, Voilà, 24. un range. Voilà, et puis ceux qui viennent du Hainaut vont à tel kilomètre, ceux qui viennent de Liège vont à tel kilomètre, ceux qui vont des cantons germanophones de Belgique vont à tel kilomètre, etc. On a comme ça réparti. Les Allemands ont fait la même chose, puisque les Allemands n'avaient que quelques 5 kilomètres chez eux, mais ils avaient beaucoup de kilomètres en Hollande et en Belgique. Et donc les Allemands ont réparti, et comme ça, on mêlait un Belge francophone, un Belge néerlandophone, un Belge, et on a mélangé. Et c'était un des intérêts de la chaîne, c'est de pouvoir confronter les points de vue, parce que du côté allemand, c'est évident qu'on arrête de prendre des risques idiots. C'est impossible, s'il arrive un réel accident à Tihange, c'est impossible d'évacuer une population aussi dense. C'est encore pire à Doul. Donc il y a un réel problème de toute façon. Pour eux, c'est évident. Il y a 1 million de personnes qui doivent partir et quitter définitivement la ville. C'est juste impensable. Impensable. C'est la cohue assurée. C'est impensable. D'ailleurs, il n'y a pas de plan parce que un plan n'est pas faisable. Et donc, ce sont des risques qui ne sont pas prenables. Pas gérables en tout cas. Ouais. Ils ne sont pas prenables, même si on les a pris, mais ils ne sont pas raisonnablement prenables. Alors ça paraît un peu étrange, j'insiste sur cet aspect pratico-pratique, mais l'idée c'est que si demain des gens se disent tiens, moi j'ai les réseaux sociaux, ce sont des outils fantastiques pour organiser ce genre d'événements, il faut bien prendre conscience que derrière il y a eu un besoin d'organisation un peu plus précis que de simplement lancer un appel à tous. Il y a eu vraiment une gestion des individus et du kilométrage. Et je crois que c'est aussi quelque chose qu'il faut souligner parce qu'il a eu le mérite de s'être fait, ce travail. Et c'est un travail qui est conséquent. On pourrait sous-estimer en se disant, on lance un appel au secours, tout le monde vient faire une chaîne humaine et c'est aussi simple que ça. Non, c'est un peu plus compliqué. Il faut un peu plus travailler. Ça, c'est important de préciser. La chaîne a eu lieu le 25 octobre, le 25 juin. Et nous avons préparé ça. Nous avons préparé ça depuis janvier, depuis décembre. En décembre, on a pris la décision. Depuis janvier, on y travaille. Maintenant, ce qui m'intéresse aussi, c'est que, on a eu une action. Alors, déjà, comment est-ce qu'on mesure l'effet de cette action? Alors, visuellement, il y a le nombre de personnes qui a participé qui dépasse vos espérances. Mais vous aviez prévu au départ de calculer un peu les participants. Comment on fait pour estimer le nombre de participants? C'est les gens qui sont inscrits, tout simplement? Vous avez une liste? Puisque vous attribuiez les kilomètres ou une surprise d'expérience, puisque nous n'avons pas fait ce genre de manifestation en Belgique précédemment, mais les Allemands l'ont fait en Allemagne. Ils ont l'expérience qu'il y a plus de personnes que les personnes qui s'inscrivent. Donc exactement. On a demandé aux personnes de s'inscrire, et puis il y a beaucoup de personnes à qui on a dit de telle ville, en Hambourg, vous allez à tel kilomètre. Vous savez où vous devez aller sur le kilomètre, et qui viennent comme ça. Donc c'est ce que je suspectais, il y a eu de l'improvisation quand même. Dans quelque chose comme ça, il y a forcément une partie d'impro. On essaye de ne pas faire d'impro, mais on n'évite pas qu'il y ait une partie d'improvisation. Mais sur chaque kilomètre, nous avions une personne qui accueille, qui donnait les banderoles, qui donnait, etc. Donc à chaque kilomètre, il y avait un Belge, ne serait-ce que pour pouvoir répondre s'il y avait des troubles, pouvoir collaborer avec la police. Garder un contrôle. Voilà, demander à la police de bien vouloir être bienveillant pour les bêtises qui pourraient se passer, ou demander à la police s'il y a vraiment des gens très méchants qui pouvaient... qui présentaient un risque. Voilà, on avait un contact à chaque kilomètre. On a belge, germanophone et néerlandophone. D'accord. Donc, à ces personnes, nous restions en contact pour savoir s'il y a des kilomètres qui étaient surchargés ou des kilomètres qui étaient assez remplis, déserts, désaffectés, donc pouvoir un peu répartir, même si on n'a pas eu beaucoup de temps de répartir parce que il y avait trop de personnes à la fois, mais ça nous a permis de collecter le retour. Tel kilomètre, il y a 800 personnes. Tel kilomètre, il y en a une centaine. Tel kilomètre, il y en a... ce qu'il faut, on a les 300-400 personnes, etc. Et donc on a additionné kilomètre par kilomètre, on a tout additionné, et c'est comme ça qu'on est arrivé à 50 000. D'accord. Qui n'ont pas été contestés. J'étais très étonné, une fois. C'était ça n'a pas été contesté, même s'il y a un journal qui, à 5 heures du soir, disait « Ah oui,
les organisateurs parlent de 50 000, il y a eu quelques dizaines de mille. Un journal néerlandophone d'Anvers. Mais franchement, je ne sais pas où ils ont pêché leur information, parce que c'est pas sérieux comme mesure. Les pouvoirs publics n'ont pas contesté, la police n'a pas contesté notre chiffre. Je vous fais un aveu, j'ai posé cette question justement par rapport à ça, parce que souvent quand une manifestation est positive, il y a toujours deux camps. Il y a le camp qui donne des chiffres et l'autre qui essaye de l'atténuer, de nuancer selon les positions et les intérêts de chaque parti. Donc c'est pour ça que je posais cette question. Maintenant, j'imagine aussi que vous avez dû demander les autorisations de toutes les communes traversées par ce kilométrage, de tous les bureaux de police. Oui, commune par commune. Wow, okay. Il a fallu négocier pour dire à tel endroit on passe dans telle rue, dans telle rue, dans telle rue, dans telle rue, et puis on se met sur le trottoir de droite, là, de gauche, parce qu'à ceci, on traverse à tel endroit, il faut quelqu'un pour sécuriser tel passage clouté, etc. Donc c'était à ce niveau-là, on a dû repasser plusieurs fois tout le trajet en revue, et puis chaque commune a donné son autorisation. À ce moment-là, la province est intervenue pour dire ok, puisque chaque commune, on a les autorisations dans chacune des communes, on va centraliser. Nous avions une personne qui était notre ambassadeur auprès du centre de décision de la police, et la police est venue à notre centre stratégique pour voir si tout se passait bien, etc. Donc oui, on a veillé on a dû avoir une intendance assez importante. Alors ça mène à une question qui est importante aussi. Est-ce qu'on peut le dire, je ne sais pas, mais est-ce qu'il y a eu des communes qui ont véritablement fait un frein, ou est-ce qu'en général vous avez plutôt rencontré de la compréhension et du support? Quel est votre sentiment, votre ressenti par rapport à cette action? C'était des contrariétés tout le temps, ou c'était ni l'un ni l'autre? Il y a quelques communes qui ont été particulièrement collaborantes, mais les autres communes, c'est d'abord passé par les services de sécurité. Et à partir du moment où la police et les services de sécurité avaient donné son accord en disant que ça avait été fait dans les règles... Il n'y avait pas de frein idéologique. L'administration ne pouvait pas s'y opposer. Je pense que le pouvoir politique des communes s'est bien rendu compte que s'opposer à ça, c'était s'exposer à un retour de manivelle énorme, canon, et ça aurait été particulièrement maladroit. Donc, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, quoi. Une prise de conscience quand même. Oui. Ok, alors ça c'est très sympa ce que vous avez fait, mais quels sont les résultats finalement? Qu'est-ce qu'on peut tirer comme conclusion aujourd'hui? Est-ce que ça a servi? Oui, en termes d'image, ça c'est clair, mais est-ce que ça a changé quelque chose pour vous déjà maintenant? Est-ce qu'il y a des pistes de réflexion qui ont été nouvelles, qui ont été apportées au débat grâce à cette action ou pas? On peut le prendre pays par pays. L'Allemagne, elle l'a dit, elle s'est exprimée, les citoyens ont pu s'exprimer, et pour eux c'est assez évident. Donc l'Allemagne a fait le basculement de dire on renonce au nucléaire. On programme toute la sortie en 2022, ils ferment leur dernière centrale. Ça c'est du 100% gagné. Oui, sauf qu'il y a quand même un débat. Si nos centrales nucléaires peuvent tourner, c'est parce que le minerai, le carburant vient d'Allemagne. Il y a des mines à Lingen qui viennent d'Allemagne. Donc, même si le basculement s'est fait en Allemagne, le débat est encore sensible sur certains points. Ils ont dû effectivement avoir un peu de brûler de la lignite pendant un certain temps. Ils terminent pour l'instant, mais ils sont aujourd'hui arrivés à brûler moins de lignite qu'ils n'en brûlaient avant qu'ils ne terminent le nucléaire. Mais dans les 3 pays concernés, si je comprends bien, c'est ceux qui sont quand même le plus loin dans la démarche. Les plus radicaux, je pense, oui. Oui, d'accord. Les Allemands. Au moins, c'est clair chez eux. De ce point de vue-là, ils sont très clairs. Depuis Fukushima, c'est Fukushima qui leur a fait le déclic. Puis en Hollande, dans les Pays-Bas, c'est aussi en discussion. Et c'est intéressant parce qu'aux Pays-Bas, ils ont aussi une centrale qui a été prolongée à Bredeney au nord d'Anvers. Donc ils ne sont pas si clairs, même si la conscience écologique est meilleure chez eux que chez nous, la conscience antinucléaire. Et puis il y a la Belgique, où depuis toujours on a protesté, mais on n'a pas été entendu, et on a quand même, le secteur nucléaire est passé outre tout le temps. Cependant, on parle aussi d'une possible sortie en 2025 du nucléaire en Belgique, ou je me trompe? Pour l'instant, la loi est 2025.
Alors on peut tricher en 2025 comme on a triché en 2015, Oui. mais la loi est là, on sort en 2025. Hein. Déjà, il y a le lobby qui essaye de prolonger, de tricher encore, etc. Mais pour l'instant, en 2025, on sort. Hein. Justement, pas plus tard qu'hier, en regardant le journal télévisé, on mentionnait encore que l'organisme concerné principal tirait déjà une sonnette d'alarme en disant on n'y sera pas, c'est pas possible, il faut une alternative. Il y a déjà un débat qui s'installe. Mais non, ce débat existe depuis 2003. On sait que... On insiste, je veux dire. Oui, Voilà. le système est fait avec du nucléaire. Si on veut fermer le nucléaire, comment s'organise-t-on? Et ça, c'est une bonne question. C'est une question qui a été posée lorsqu'on a envisagé de fermer en 2003 pour 2015. C'était évident qu'on n'arrête pas simplement le nucléaire et puis on fait quoi? C'est sûr que c'est évident qu'il faut s'organiser. Est-ce que c'est faisable? En 2003, ça a été discuté au Parlement et reconnu que c'est parfaitement faisable. C'est faisable. D'accord, voilà, Sinon, ça clarifie les choses. Sinon, ça n'aurait pas été voté en 2003. Mais cela dit, on avait 12 ans pour se préparer, pour faire ce qu'il fallait. Mais Écolo, qui a participé à cette décision en 2003, n'a pas été au pouvoir. Et le pouvoir, dès qu'Écolo n'y a plus été, a été absent. Et ils n'ont rien fait, ils n'ont rien préparé. Et puis le secteur nucléaire a dit, mais puisqu'il n'y a rien qui est fait, il faut bien qu'on reste. Et la boucle est bouclée avec le piège. Voilà, voilà. Le piège se referme. Voilà. Donc, c'est comme ça que ça s'est passé. Et on nous prépare le même scénario pour 2025, peut-être. Enfin, certains essayent de préparer le même scénario pour 2025. C'est très bien qu'on pose le débat de ce qu'on fait entre-temps. Dire c'est faisable, mais qu'est-ce qu'on fait? On doit s'organiser. Alors ça, c'est la première question qui se pose. Et la deuxième question qui se pose, c'est nous, en tant que citoyens, vous, avec votre organisation, qu'est-ce qu'on peut faire pour pousser, pour mettre une pression? Est-ce qu'il y a d'autres événements qui vont être reprogrammés de ce type? D'autres chaînes humaines, d'autres marches, d'autres actions? Est-ce qu'il y a une suite qui est prévue de votre côté? Ça se débat pour l'instant, puisque faire la chaîne a été une grosse action. On a un peu soufflé et on se rassemble. Je pense qu'on ne refera pas une chaîne, la même chaîne d'année en année, parce que c'est inutile. Oui, la répétition risque de lasser aussi. Oui, c'était assez clair. Je pense que la réussite est assez claire, d'autant plus qu'en Belgique, je pense qu'on a aligné près de 10 000 personnes. Et que malgré le fait que les médias n'y croyaient pas. Oui. Et que si nous devions le refaire, nous pourrions avoir plus de personnes. Hein? Si effectivement ça avait été mieux préparé au niveau des médias, je pense que nous aurions eu plus de personnes. Est-ce que vous n'avez pas pensé à un moment donné à vous entourer de spécialistes des réseaux sociaux pour communiquer plus intensivement? Est-ce que ce ne serait pas une chose à refaire? Oui, on a fait avec les moyens du bord, on l'a fait avec nous. Et, je pense que il y a certainement des gens qui ont pris des initiatives, non? Qui ont dû créer des pages ou des... Oui, mais quand on veut faire quelque chose, je pense qu'il ne faut pas compter sur les autres. Un principe en transition, on dit les personnes qui sont là sont les bonnes personnes avec lesquelles on fait. Et on le fait parce que sinon, on se donne tout le temps des raisons de ne pas faire et de ne pas entreprendre. Et donc, on a fait avec ce qu'on avait. C'est vrai que je ne suis pas un féru des réseaux sociaux et que j'étais très content dans les personnes qui ont travaillé, que certains ont fait... des petites séquences YouTube et des choses comme ça qui ont été très très utiles. Voilà, ouais. Oui, ça a joué quoi de toute façon. C'est sûr, c'est sûr. Mais on l'a fait comme ça et ça a déjà été un succès, je pense. Donc ça aurait pu être un plus grand succès. Oui, on peut faire mieux. Mais c'est comme vous le dites, hein. On a fait quelque chose. C'est l'essentiel et c'est important et c'est un succès. Donc pour moi, c'est parfait. Maintenant que la chaîne a eu lieu et que ça a été un succès, on voit le potentiel. Je vous dis, on aurait pu avoir plus de succès si on avait été mieux organisé, plus de réseaux sociaux, etc., plus de médias, etc. On aurait pu avoir beaucoup plus de succès. Donc, pour nous, il y a un avant la chaîne et un après. Et un après, où on se rend compte que tout est possible. Ça donne de l'espoir finalement. Et c'est aussi un peu le message qu'on voulait relayer aujourd'hui en parlant de cette action avec vous au micro. Et en tout cas, on démontre encore une fois qu'il y a des gens qui bougent, qu'il y a des gens qui font bouger les choses.
Et même si on n'est pas encore sorti nucléaire, on a en tout cas stimulé un maximum de personnes sur le sujet. On va clôturer tout doucement cette interview, à moins que vous vouliez signaler quelque chose qu'on n'aurait pas encore abordé sur le sujet. Alors, il y a un moment où vous dites, vous et votre organisation. Oui. Alors, l'organisation auquel j'appartiens, en Belgique, c'est Fin du nucléaire. Voilà. Findunucléaire.be, on a un mot dans lequel on peut trouver beaucoup de réponses aux questions qui peuvent se poser. Oui, et auxquelles on n'aurait pas répondu aujourd'hui. Auxquelles on n'aurait pas répondu, et on peut suivre l'actualité aussi. Parfait, mais j'invite les internautes et les auditeurs à aller voir ce site. On mettra de toute façon le lien en dessous du podcast. Et alors, on a un petit rituel de clôture d'interview, Benoît, c'est de donner quelques propositions à nos auditeurs qui sont en transition, qui sont en début de transition, qui sont en prise de conscience en tout cas, qu'il faut agir pour l'environnement, et qui se demandent, mais par où je vais commencer ? Qu'est-ce que je peux faire à mon échelle ? Est-ce que vous auriez des suggestions ? C'est sûr que le nucléaire est une grande question qui est vaste, mais je pense qu'il faut commencer par le début. Et moi j'apprécie beaucoup, personnellement aussi, les Amis de la Terre, parce qu'on fait du potager, on fait des petites choses, mais on fait aussi, les Amis de la Terre sont parmi les premiers antinucléaires. Paul Lannoy est un ancien des Amis de la Terre, ce sont les gens qui ont créé le Parti écolo, même si les Amis de la Terre prennent leur distance à l'égard d'écolo. Mais donc on peut faire des grandes choses, mais on commence par des petites choses, et on le commence avec les gens de son entourage. On a eu quelques interviews avec ces gens déjà dans nos podcasts. J'invite les auditeurs à aller revoir les podcasts précédents. On va retrouver quelques interviews, quelques références à ce dont vous faites mention maintenant. Alors en termes d'action citoyenne, qu'est-ce qu'on peut faire pratiquement chez soi, au quotidien ? Alors, je pense que ce serait intéressant qu'il y ait des groupes antinucléaires à beaucoup d'endroits, et locaux, coordonnés avec Fin du nucléaire, mais qui en est à Liège, qui en est à Namur, qui en est à Bruxelles, qui en est à Tournai, à Charleroi, et dans le Luxembourg, qu'on ait des équipes qui fassent un réseau. Et donc se mettre en... Ça donnerait de la force. Oui, se mettre en cheville avec les Amis avec Fin du nucléaire, c'est intéressant, ou avec les Amis de la Terre, pour faire des choses modestes de transition aussi. Parfait, on va lancer ce message de clôture. Donc n'hésitez pas, osez, démarrer, bouger. Oui. Et on attend que vous contactiez ici les gens de Fin du nucléaire. À bientôt. Merci pour ton temps, Benoît. Merci de t'être déplacé jusqu'à moi. Et on se retrouve pour d'autres enregistrements, je pense. On a plein de sujets à aborder ensemble. À plus tard. À plus tard.